Bonjour à toutes et à tous, où que vous soyez sur la planète. Dobry den, dobar den, bună ziua, grüß Gott, guten Tag, saluton. Quel plaisir de vous retrouver comme chaque semaine. Bonne fête à tous les amoureux. Ce soir, l'équipe est au complet. Bonjour Anna, bonjour Margot, bonjour Gabriel. Bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour Gabriel, bonjour Margot. Bonjour à tous, c'est Bienvenue à l'Est, numéro 42, saison 2. À la réalisation, on retrouve Eric Mourechan. Bună ziua, Eric. Bună ziua Eric et puis bună ziua Gabriel, parce que tu vas nous emmener en voyage. On va tous chez Eric alors. Oui, c'est ça, un petit tour à Bucarest en Roumanie pour ce deuxième numéro de En route vers l'Est. On a hâte et Margot, tu es allée au cinéma cette semaine, beaucoup. Il y a plein de choses à dire. Oui, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous parlerai des projections auxquelles on a assisté cette semaine. Joli petit programme de toute façon. Moi, j'ai eu vent de ce qui se passe. C'est une belle semaine. Aujourd'hui, avec nos invités, nous allons parler amour, livres et beauté. Nous recevons tout d'abord le club de lecture Paris avec Valéria Rouvier et l'acteur Chris de Mello-Fedianine, qui sont installés et qui va pas tarder à faire une petite lecture sympathique. Vous allez voir. Bonjour Valéria, bonjour Chris, bienvenue sur Armada. Merci. En deuxième et troisième partie d'émission, nous poursuivrons avec la beauté, avec tout d'abord Véronica Sarma, Miss Planète Rhône-Alpes 2024 et 25, candidate au titre Miss Planète France 2025. Bonsoir Véronica Sarma, bienvenue sur Armada. Bonsoir, merci. Puis enfin, en exclusivité sur Armada, Miss Diva France 2025, Cassandra Delanchy. Bonjour Miss Diva, Miss Diva France, bienvenue sur Armada. Je tiens à noter que je parle en présence de la présidente du jury de Miss Diva France, qui n'est autre que notre chère Anna. Merci. Et on salue Sophie de Courcelles et il y a Koltsov qui feront des vidéos, des photos pour nous pour ce soir et vous les retrouverez bientôt sur les réseaux. Alors aujourd'hui c'est peut-être un jour particulier pour vous, on vous souhaite un bon anniversaire si c'est le vôtre, pour nos stars comme pour nos stars du jour, par exemple la chanteuse autrichienne Lara Bianca Fuchs, qu'on connaît aussi sous le nom de Lara, chanteuse pop. Elle remplit les salles, voire les stades de concert Schlager. Bon anniversaire à l'actrice allemande Nicole Esters. Récompensée à plusieurs reprises, elle a notamment reçu le Erfeld Preis 2004 ou encore le prix de Nestroy Théâtre en 2014. Preuve en est cette photo de Manfred Werner Thuy. Bon anniversaire au grand guitariste et compositeur tchèque Michal Pavlíček, dieu vivant de la guitare électrique. Il a joué en duo avec Frank Zappa, Jeff Beck, ZZ Top, Kiss ou encore les Rolling Stones. Il sera en concert le 8 mars à 20h au Kofola Music Club à Krnov, en Tchéquie, près de la frontière polonaise, avec Barabasikova et Willem Tchok. Un superbe concert assurément. Bon anniversaire aussi au réalisateur, scénariste et producteur russe Jora Kryzhovnikov, pardon. Et puis, bon anniversaire aussi à l'actrice et modèle russo-américaine Natalia Rudakova. Son visage vous dit peut-être quelque chose puisqu'elle a joué dans Le Transporteur 3 de Luc Besson avec Jason Statham. Ou encore au réalisateur et écrivain allemand Alexander Kluge. Il est l'un des représentants majeurs du nouveau cinéma allemand des années 60-70. Il fêtera aujourd'hui ses 93 ans. Oh là là, bon anniversaire monsieur. Enfin, bon anniversaire au réalisateur et écrivain tchèque Jan Tomanek, spécialisé dans le roman et les films d'animation. Pensée du jour au compositeur russe Alexandre Dargomyrsky, ami de Mikhail Glinka. Après son voyage à Paris, il jettera les bases de nationalisme artistique qui seront les fondements de l'école musicale russe. On lui doit notamment plusieurs opéras, dont Esmeralda en 1841, bien sûr inspiré du roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, mais aussi la Roussalka en 1856 d'après Alexandre Pouchkine, auteur dont il adapta plusieurs œuvres dont le poème Je vous aimais,
un poème dont nous avons déjà parlé ici sur le plateau et nous avons montré le Brodem par sa créatrice Ekaterina Yegorivna. Et avant de parler cinéma avec Margot Germet, un instant de bonheur avec le Club de Lecture Paris. C'est important de lire, et je pèse mes mots. Voici sur Armada, donc Chris de Mélo-Fédianine qui va nous lire un extrait d'une œuvre parlant d'amour flamboyant. Un extrait de Guerre et paix, l'amour naissant de Natacha pour le comte André. Влюбленность Наташи и князя Андрея. Он смотрел на нее завороженный. Вся она, от кончиков пальцев до легкой, чуть дрожащей улыбки, светилась радостью. «Как хорошо», — сказала она, поднимая на него сияющие глаза. Князь Андрей не мог сдержать улыбки. «Что хорошо?» «Все», — рассмеялась она. «Бал, музыка, люди и вы». Она замолчала, словно испугавшись сказанного, и отвела взгляд. «Я?» — переспросил он, и в голосе его прозвучала странная мягкость. Наташа снова посмотрела на него, и в эту секунду между ними словно вспыхнуло нечто невидимое, неизбежное. «Какой сегодня чудесный вечер!» — прошептала она. Он хотел ответить, но почувствовал, что слова бессильно выразить то, что рождалось в его сердце. И оба знали. Это начало чего-то нового. Неизведанного, прекрасного. Oh. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est vraiment la rencontre, enfin, c'est l'aveu de Natalia elle-même, je pense, de son amour pour André. Et en parlant d'amour, on va parler cinéma avec Margot Germet. avec Margot Germet. Alors, le festival Ciné-Baltique, c'est fini et on est bien triste. Un grand merci à l'équipe du festival pour ce beau voyage de 4 jours qui a fait du bien à nos pupilles et à nos papilles, oui. Pas moins de 19 courts et 6 longs métrages, des rencontres avec comédiens et réalisateurs et même des dégustations culinaires de spécialités baltes, parfois surprenantes. Ils sont très branchés poissons. Un festival qui s'est clôturé en beauté avec le documentaire estonien multiprimé Smoked Sauna Sisterhood, qui nous immerge dans une ambiance le caravagienne de sfumato et clair-obscur dans la fumée et l'intimité des saunas traditionnels estoniens. Nous étions en présence de la réalisatrice Anna Hinz, qui a su capter avec délicatesse les témoignages de ces femmes qui se livrent dans un sauna, une safe place où on lave son corps, son âme et où on a le droit d'être vulnérable. Nous avons également assisté à la projection du premier long métrage de Kaveh Daneshmand, un réalisateur iranien qui est installé à Prague, Le syndrome de l'été sans fin, qui suit Delphine, qui voit sa vie basculer lorsqu'elle reçoit un appel anonyme l'informant que son mari pourrait entretenir une liaison avec l'un de leurs 2 enfants adoptifs. Une intrigue originale et prometteuse pour un film Covid qui a été écrit et tourné en 5 mois, dans une certaine urgence qui se sent, et qui est inspiré des films de François Ozon, ce qui se sent un peu moins. Et last but not least, pour clôturer cette belle semaine de projection, les amoureux du 7e art polonais avaient rendez-vous à l'ouverture des Mardis polonais avec le merveilleux film Une femme seule, en présence de sa tout aussi merveilleuse réalisatrice Agnieszka Holland. La salle était pleine à craquer, tous les strapontins occupés et on comprend pourquoi. Le film est une vraie pépite qui donne envie de dévorer la filmographie de la cinéaste polonaise, mais au-delà de ça, la rencontre qui s'en est suivie avec la réalisatrice, une plus belle pépite encore. Coup de foudre pour cette grande dame, récompensée aux Oscars, au Festival de Cannes et Berlin, faut-il le rappeler. Une très grande dame. Et qui nous a partagé, avec beaucoup d'humilité et sans fioriture, ça fait du bien, comment elle a su s'imposer en tant que cinéaste dans une profession d'homme, dans la Pologne des années 80, et porter sa voix. Elle nous a parlé de sa nécessité de raconter la réalité de la classe populaire et des laissés pour compte, de son refus de l'idéalisation, et également de l'histoire du film qui mériterait un film à elle toute seule. Donc le film a été terminé 1 semaine avant la promulgation de la loi martiale et de l'état de guerre. Donc il a été invisible et censuré pendant 6 ans, parce qu'il racontait une facette de la Pologne peu reluisante qui n'a pas plu aux autorités. Et il fut donc projeté dans des réseaux clandestins sur base de l'unique copie VHS du film,
initialement caché par le beau-frère de la réalisatrice. On aurait voulu que ça dure des heures, on en redemande et on inscrit dans son agenda le prochain rendez-vous des Mardis polonais en majuscule gras surligné, le 18 mars à 20h au cinéma Reflet Médicis. Pour terminer en images, un film d'animation tchèque qui est sorti en salle cette semaine dans toute la France, La vie en gros de Kristina Duvkova, un film sur la grossophobie qui ne manque pas d'humour pour les petits et les plus grands. Voici la bande-annonce. Je pense que le lieu où je me sens le plus à l'aise, c'est la cuisine. Ma grand-mère m'a appris à cuisiner. Chapeau, Pipetka. Vous êtes en retard dès le premier jour. Désolé du retard, j'ai rien pu faire. Un monstre à 3 têtes a voulu manger mes cahiers. Je reconnais aucune fille de l'année dernière. Eh ouais, c'est ça l'évolution. Et comme tu aimes les gâteaux, j'ai voulu te faire plaisir en t'en faisant un. Je pense que je suis amoureux de toi. Oh non! Faut qu'on arrête de rêver, mon pote. Avec elle, on n'a aucune chance. Avec ton poids et ta taille, il s'agit d'une obésité de classe 2. Est-ce que t'as déjà essayé de perdre du poids? Toute ma vie, fiston. Fais attention, Claire! Pour être mangé! Ouais, bouffe, il mangera n'importe quoi. Même les petites sœurs. Le problème n'est pas dans l'estomac. Il est ici. J'ai un petit-fils ou un lapin? C'est pas si mal de manger ça quand on est motivé. Si je te croise à la piscine, c'est toi qui seras un homme mort. C'est trop difficile d'avoir des frères de cet âge. Où est votre short? Allez vous changer. Il est amoureux. Je veux que l'élève qui s'amuse à faire des bruits bizarres sache que ce n'est pas drôle du tout. C'est pas juste, il y peut rien. Il est au régime. La vie en gros c'est ma vie et je sais que c'est ok parce qu'on est comme on est, j'aurai la taille de ma vie et je sais que c'est ok parce que je ne suis plus tout seul désormais. La vie en gros c'est ma vie parce qu'on a qu'une seule vie, alors vivons-la, oui, oui vivons-la comme on est. Film vraiment à découvrir. On va passer aux charts avec Gabriel d'Antoine. C'est reparti pour les actualités musicales de la semaine. Donc on démarre tout de suite en Pologne avec Mata et son titre Up Up Up. Pour le coup, titre un peu trompeur parce que le jeune chanteur a l'air bien down dans le clip. On le retrouve au petit matin dans une Pologne lugubre et post-soviète. Franchement, c'est carrément à se demander s'ils n'avaient pas le choix ou s'ils ont vraiment choisi le jour le plus gris et morose de l'année. Il nous embarque dans une errance urbaine à travers les lieux de sa vie, aussi anodins que signifiants. On passe par le supermarché, cours d'école, salle de classe, bibliothèque, métro, maison. Pas une âme ne traverse ces paysages. Le chanteur reste toujours seul. Sa guitare acoustique, c'est vraiment sa seule compagne. Malgré l'intensité émotionnelle de la musique, son visage reste impassible. C'est un véritable clip à texte, introspectif et très profond. Tout tourne autour de la lutte existentielle de l'artiste qui oscille entre succès matériel et mal-être existentiel. Donc, il évoque la dépression, l'argent qui ne rend pas heureux ou les tentations destructrices, mais il ne tombe pas totalement dans le désespoir. D'ailleurs, au contraire, c'est vraiment un message d'espoir qu'il nous offre. Comme il le dit, je pense qu'il est temps de partir d'ici. Il va donc tenter sa chance ailleurs et il est sûr de gagner parce qu'il a déjà vaincu le mal. Il nous emporte entre gravité et élévation, comme on voit sur la pochette, dans ce titre qui a totalement convaincu les fans, notamment parce qu'ils ont retrouvé toutes les références de ses anciens clips, notamment l'apparition de son alter ego robotique à la fin du clip, qui est un élément central de son album et de sa tournée. Donc avec presque 3 millions de vues en 3 semaines, il est top 1 Spotify. Et dans un registre plus coloré. Tout à fait, cette fois-ci on passe au Kyrgyzstan avec le duo festif Avaz Akimov et Aydana Dieka dans le titre Gulum Ay. Boule à facettes, costume à paillettes, perruque et danse façon Claudette, c'est le retour du disco dans les looks et la rythmique entraînante. Pour autant, l'ambiance est très années 80, avec les synthés et le look aérobique des chanteurs. On reste dans une... on est à fond dedans, là. Ah oui, vraiment, déjà la couleur de l'affiche tout de suite. Ouais, vraiment, ça saute aux yeux. Alors on reste dans une ambiance clip de l'Est avec évidemment la voiture, mais version vintage cette fois-ci.
La ringardise se retrouve dans les images de synthèse cheap en post-production qui ont été donc rajoutées. Ce qu'on peut dire, c'est que le clip, autant que le son, est très kitsch, mais tout en autodérision. Et puis, c'est mission accomplie, parce que le rythme rentre tout de suite dans la tête et met de bonne humeur. Bientôt 2 millions de vues en 3 semaines et toujours top 1 YouTube. Tout va bien pour les 2 chanteurs kirghizes. Et oui, quelques secondes de bonheur pour vous faire découvrir donc du Kirghizistan avec Avaz Akimov et Aidana Deka. On continue avec un véritable phénomène venu de Hongrie. Oui, c'est tout à fait, c'est le morceau Churan Chepen de Maika. Quelques jours après sa sortie, il était déjà numéro 45 du top mondial des clips musicaux. Donc vraiment un truc incroyable. Ce clip aux airs légèrement dénonciateurs a su faire parler de lui. C'est une parodie de reportage télévisé. Une journaliste s'apprête à interviewer un premier ministre surnommé Koroban à la tête d'un pays qui s'appelle, un pays fictif évidemment, qui s'appelle le Kleptistan. Comme son nom l'indique, ce ministre assez graveleux n'a Dieu que pour l'argent. Juste avant l'interview, on aperçoit son assistant verser discrètement une petite fiole dans son verre. Le liquide se met à agir en véritable sérum de vérité en plein live. Donc plus les questions avancent, plus Koroban enchaîne les révélations compromettantes. Il admet soutenir un programme anti-gay, anti-rom, anti-tout et être corrompu jusqu'à l'os. Il a manipulé tout le monde en enchaînant les fausses promesses pendant sa campagne, mais finalement, il se sent à présent invincible. Il le dit lui-même d'ailleurs, je suis le connard du pays depuis 8 ans. Et là, son attitude devient totalement incontrôlable. Il se met à rapper, à danser dans tous les sens, à lancer des billets. Tout le monde est sous le choc et inconfortable face à la scène. Mais insidieusement, l'équipe télé se fait acheter et entre dans son jeu et dans sa danse. Le chaos prend fin quand le Premier ministre reprend ses esprits et qu'il se rend compte de la supercherie de son assistant. Mais c'est déjà trop tard, la vérité est aux yeux de tous. Le sous-texte de cette parodie a dû trouver résonance chez de nombreuses personnes parce qu'elle a fait top 1 iTunes, Spotify, Apple Music, Deezer et YouTube. Et dans les commentaires, on peut voir que le phénomène a également dépassé les frontières. Je cite, « Tout le monde en parle en ce moment, quelle que soit la nationalité, italien, autrichien, allemand, slovène, tchèque, slovaque, tout le monde cite Maika. Franchement, jetez-y un coup d'œil. » Et puis écoutez les oreilles. Nous, on va passer au club de lecture. Alors, club de lecture, c'est le nom, club de lecture Paris. Et elle organise, ce club, il organise des soirées autour des livres, contemporains et classiques, français et étrangers. Il aime la lecture et tient à partager cette passion avec la communauté russophone. Elle est fondatrice du club de lecture à Paris. Bienvenue sur Armada, Valéria Rouvier, et puis le comédien aussi Chris Demelo Fedianin. Merci encore d'être venu. Comment elle est née l'idée de ce club de lecture à Paris ? Bonjour et merci de m'avoir invité déjà. C'est un plaisir. C'est né à peu près il y a 1 an. D'un simple envie de passer plus de temps avec mes amis russophones à l'époque. J'habitais donc en Belgique pendant mes années... des années d'étudiant, et après je suis arrivée à Paris pour vivre, pour travailler, et j'avais peu d'amis à l'époque. Du coup, c'était aussi des moyens de renforcer, on va dire, mes liens que j'ai déjà eus. J'avais ma sœur qui était à Paris. Qui était à Paris. Ouais, et donc voilà, c'était envie de partager et de renforcer mes liens. Les liens, de renforcer les liens. Moi, je trouve que c'est beau. On parle d'amour aujourd'hui. L'amour familial, déjà, c'est de l'amour aussi. Hein. Quel genre de littérature, quel genre littéraire vous choisissez pour vos séances tout. Pour moi, c'est très important de voir la variation, garder la littérature russe, classique, moderne aussi, anglais, français. Oui. C'est très important pour moi. Oui, ouais. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a de ça quelques semaines, vous avez lu George Sand. Ouais, c'est vrai. C'est ça, George Sand, mais en russe. Ouais, c'est ça, exactement. Sachant qu'elle a été traduite en russe à l'époque où elle était en vie. C'est ça. On aime bien aussi lire des choses en français pour... on vit en France. Oui, bien sûr. Et vous lisez toujours en version originale ou ça dépend? Ça dépend des gens. Il y a des gens qui lisent en original, en russe, en anglais, français. Ça dépend vraiment. D'accord. Et alors, il y a un Français, si je ne m'abuse, il est français, c'est Gaston Leroux.
qui a fait un tabac, je veux dire, au club de lecture ces derniers temps. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est vrai que... Fantôme de l'Opéra, c'est ça? C'est ça. Vous voulez dire... on l'a lu, on a eu un très belle rencontre sur ça. C'était à la librairie du Globe, donc c'est un magnifique livre, librairie de livres russes et pas que. Et ça n'a pas trop plu aux gens. Voilà. Donc c'était très intéressant aussi d'avoir une discussion sur le livre qui plaise un peu moins. C'est bien d'avoir des avis différents. Il y a des livres qu'on lit parce que c'est populaire, parce que c'est beau, mais qui ne plaisent pas, ça arrive. C'est vrai qu'il y a des fois on voit des films et puis ça nous plaît pas non plus. C'est vrai que la littérature c'est pareil, on a tous nos auteurs préférés. Moi en l'occurrence c'est Victor Hugo, mais il n'y a pas que. Exactement. La lecture de tout à l'heure, Léon Tolstoï. Léon Tolstoï, ça Léon Tolstoï. Un francophile d'ailleurs. Exactement, il parlait très très bien français et sans accent en plus. Oui. Exactement. C'est un truc de fou. Il y a comment? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un jour fixe où vous vous donnez rendez-vous ou vous choisissez des dates comme ça? J'aime bien faire une fois par mois à la fin du mois, mais après on a des gens qui ont des enfants, les gens qui n'ont pas, donc c'est aussi. Mais bien en face du micro. Merci. Ah pardon, désolée. C'est souvent à la fin du mois, mais effectivement, si les gens ils veulent bien changer parce que ils ont il y a les vacances scolaires, on va changer la date. Je ne vais pas non plus faire, on fait le 30 et c'est comme ça. Mais je préfère faire la fin de mois. Oui, une fois par mois. Alors, ce que j'aime bien, parce qu'on voit quand même des photos du club, vous choisissez aussi de magnifiques endroits. Là, c'est le musée de la vie romantique. C'est magnifique, en fait. Justement, c'était pour Consuelo, pour la George Sand, parce qu'il y a un lien très fort avec la... Voilà, c'était pour ça. Tout à fait. Donc, les lieux changent aussi en fonction du genre de l'auteur, de l'ambiance du livre. Ouais, effectivement. Pareil, pour moi, c'est important aussi. On vit dans une super belle ville, il faut en profiter, il faut sortir. Il y a énormément de locations. Le lieu, je veux dire, le musée, intérieur, extérieur, les cafés. Donc oui, je suis très visuelle, j'ai fait du beaux-arts. Donc pour moi, c'est important aussi pour que le cadre il suit aussi. Puis ce sont des superbes photos de Vlada Tomilko, je tiens à le dire, pour ceux qui nous suivent sur les écrans. Il y en a plein d'autres. Il y a même le château de Monte Cristo, si je ne m'abuse. C'est vrai. Mais c'est ça. Et donc vous voyagez, vous vous déplacez autour de Paris. Vous êtes. C'était la première fois qu'on allait à la Combe de Monte Cristo, le château de Monte Cristo du coup. Ouais, c'était la première fois, mais on va continuer. On va aller en Giverny par exemple en avril pour lire les Nymphéas noirs, si je ne me trompe pas, de Michel Bussy. C'est quelque chose que je veux continuer à faire. Pareil, on a plein de jolis endroits à Paris, mais à l'extérieur aussi, c'est bien. C'est bien de les voir. Et alors justement, pourquoi il faut lire? Ça, c'est intéressant, ça. Pourquoi il faut lire? Ça, c'est une question philosophique. Oui. Je ne sais pas comment répondre. On pense au bachelier qu'on fait le bac blanc. C'est bien d'avoir son propre avis sur la vie, sur le pays, sur plein de choses. Il y a plein de choses intéressantes dans la vie, mais c'est bien aussi d'avoir d'autres opinions, je trouve. Et c'est bien de parler. Enfin, moi, je lis souvent en anglais, je lis souvent en français. C'est bien aussi de parler mieux l'autre langue. Moi, je suis russophone. Et pareil, il y avait un moment de ma vie où je parlais un peu moins bien russe parce que je parlais souvent en français. Et donc, c'est bien aussi de lire pour ça aussi. Pour avoir des moments agréables à partager avec les amis, pour se détendre tout simplement aussi. Voilà, pour voyager dans ton univers intérieur, pour plein de raisons. C'est vrai qu'en plus de ça, quand on lit, en général, c'est pas de la langue parlée, et c'est toujours très agréable de lire, de découvrir des auteurs qu'on connaît pas. Et d'ailleurs, je vous invite, tout à l'heure, on va parler de littérature, de livres qui sont vraiment géniaux. Et franchement, c'est vachement intéressant. Moi, je trouve que la lecture, les enfants lisent plus trop, mais quoique, quand on voit la moyenne d'âge du club, vous êtes jeune, hein? Oh, ça dépend. Là, on est peut-être de 18 jusqu'à 40, 45, je dirais. Honnêtement, là, de plus en plus, je ne sais pas pourquoi, mais je suis très contente qu'on a les gens différents, de l'âge différent, on a les hommes, les femmes.
pour moi, c'est très important, parce que je voulais avoir une communauté de tous les âges, voilà, tous les métiers. Il y a des métiers super intéressants. On a des ingénieurs qui construisent une usine en Corée du Nord, ou Corée du Sud. Pardon, oui. Il y a plein. Pourquoi Corée pas du Nord, mais bon, voilà. C'est super intéressant. Moi, personnellement, j'ai fait plein de connaissances, pour plein de raisons. Oui, c'est chouette. Alors, les projets, il y en a un qui est bientôt, c'est le 16 février, c'est une conférence. C'est sur une lecture, donc c'est une anthropologue, c'est ça ? Ouais, c'est une petite conférence, on sert à 10, donc ça va se passer ce dimanche-là. C'est une nouvelle format, effectivement, on veut se rencontrer une fois par mois, comme d'habitude, parler d'un livre, mais on veut en plus faire plus de rencontres, on peut parler d'autres choses aussi, parce que quand on parle d'un livre, c'est assez précis quand même, là où on va avoir un peu plus du choix. Donc voilà. Et ça peut. Cette fois-ci, on va parler justement à quoi ça sert lire. C'est une question philosophique qu'on va se passer ce dimanche-là. Mais sinon, on va prévoir plein d'autres choses. On va parler de l'art, on va faire des excursions ensemble. Donc c'est vraiment faire quelque chose en plus de nos rencontres habituelles. Voilà, c'est envie de partager encore plus des moments agréables. Ouais, alors, si vous dites, tiens, mince, je suis pas libre le 16 février, il y a le 1er et le 2 mars. Et ça s'appelle Secret Story. Ouais, The Secret History de Donatart. Donatart, ouais. Je sais pas comment on dit ça en français. Une histoire secrète. Une histoire secrète. Une histoire désolé, secrète. merci beaucoup. Ouais, voilà. Secret Story, après... Voilà. Voilà. Ouais, c'est une livre très intéressante. Je pense que... Voilà. Si jamais vous voulez nous rejoindre, avec grand plaisir. Et voilà. Et du coup, il y a des réseaux qu'on peut... Alors, c'est Instagram. Ouais, c'est surtout Instagram, en ce moment. Après, on réfléchit sur d'autres plateformes. Pour le moment, c'est vraiment Instagram, c'est visuel. À la fois, on a des conversations, à la fois, on peut faire plein de textes aussi. Donc, ça me convient très bien. Et c'est club.lecture.paris, c'est ça ? Ouais. Exactement. De tête, t'as vu. Non, mais c'est vrai, c'est vachement intéressant, moi, je trouve. Non, mais c'est très riche. Il y a un moment donné, tiens, on va arrêter de parler, on va juste écouter. Parce que c'est vrai que d'écouter un texte, moi, je trouve ça, c'est trop beau. Et on va retrouver, Chris de Mello pour la lecture des Allées sombres de Bounine, texte parlant d'un amour passé depuis très longtemps. Depuis très longtemps, eh ouais. Иван Бунин. Темные аллеи. «Как странно, — сказал он, — видеть вас опять. После стольких лет. Вы совсем не изменились. Хотя нет, постарели. Конечно, но все те же глаза, тот же голос». Она посмотрела на него и улыбнулась, устала, с легкой горечью. «А вы изменились. Совсем другой. Время... Но помните, как мы были счастливы?» Она молчала. «Помните ли?» — повторил он, наклоняясь ближе. «Конечно, помню, но зачем? Ведь это было так давно. Для вас, может быть, а для меня только вчера». Она вздохнула, опустила глаза. «Что ж», — сказала она тихо, — «теперь уже ничего не изменишь. Все прошло». Bravo, monsieur. Alors, vous pouvez retrouver sur scène, peut-être, je sais pas. T'es comédien, du coup, t'es bientôt sur scène ou non, pas encore. Pas encore. Ça va venir. De toute façon, on vous dira quand il sera sur scène. Voilà, on va passer tout de suite à l'agenda. À l'agenda, exactement. Avec le 20 février à 19h, l'Institut slovaque de Paris et puis la Chambre slovaque des architectes qui vous invite à la soirée d'architecture slovaque contemporaine au cinéma Grande Action. Ça inclut des écoles à Paris dans le 5e arrondissement en présence de Zoran Somol, architecte et nominé pour le prix en 2024 et puis aussi Michal Bogar, membre du conseil d'administration de l'Institut de la Chambre slovaque des architectes qui propose donc une projection de courts documentaires vidéo et une discussion sur les nominations de la dernière édition du prix architecture slovaque intitulé César.
2024. Réservation des places obligatoires donc avant le 18 février, c'est très bientôt, à l'adresse donc électronique de l'Institut slovaque de Paris, si.paris@mzv.sk. L'exposition Sylvie Vartan et sa Bulgarie est prolongée de façon exceptionnelle jusqu'au 28 février à l'Institut culturel bulgare à Paris. L'exposition propose un voyage intime à travers le temps, dévoilant le lien profond entre l'artiste iconique et ses racines bulgares à travers des photographies, objets personnels, extraits musicaux. L'Institut bulgare de Paris est au 28 rue de la Boétie, métro Méroménil. Du 13 février au 12 mars 2025, eh bien, le Centre culturel de Serbie propose l'exposition Milic Céleste, retour à Paris, dédiée au peintre serbe Milic de Majva. L'exposition est organisée par la maison de Jevrem Grujic de Belgrade en collaboration avec la famille de l'artiste et plusieurs collectionneurs privés sous le patronage du ministère de la Culture de la République de Serbie. Les visiteurs pourront découvrir, comme moi hier, une trentaine de chefs-d'œuvre, tout particulièrement ceux inspirés par Paris ou créés à Paris, une ville qui a fortement influencé la créativité de Milic. Une expo vraiment à voir. Moi, ça m'a scotché en fait. On vous montre très rapidement les photos. Très rapidement les photos. En fait, si vous aimez Dali, alors là, vous allez vous retrouver tout de suite parce que son surnom, c'est le Dali serbe et il vaut réellement le détour. C'est une expo vraiment à voir. Donc vous pouvez me croire, je l'ai vue hier soir, elle est tellement inspirante que je finis par faire des rimes. Le Centre culturel de Serbie, c'est au 123 rue Saint-Martin à Paris, en face du Centre Pompidou. Et on part en voyage avec Gabriel. Bienvenue dans ce deuxième numéro de En route vers l'Est, chronique qui reprend mon voyage en train à travers l'Europe. Donc aujourd'hui, effectivement, en route chez Eric, notre régisseur. Bienvenue à Bucarest, en Roumanie. Il va te noter. La capitale a été fondée en 1459 par Vlad Tepes, le fameux empaleur que vous connaissez forcément puisqu'il s'agit de Dracula. Bucarest est située entre les montagnes des Carpates et le Danube, au carrefour de l'Orient et de l'Occident. Elle a subi les influences de multiples civilisations, notamment ottomanes et russes. Aujourd'hui, 1 700 000 habitants oscillent entre un style de vie bohème et un dynamisme tourné vers l'avenir. Donc, Bucarest ne cesse d'étonner ceux qui prennent le temps de la découvrir. Entre modernité et tradition, dynamisme et douceur de vivre, la capitale roumaine continue de se réinventer, prête à dévoiler ses trésors aux visiteurs curieux. Laissez-vous surprendre par cette ville chaleureuse et atypique. Elle a comme surnom le petit Paris de l'Est, avec un style architectural inspiré de Haussmann, complètement, avec des larges boulevards et des élégants édifices belle époque. Mais son architecture est surtout très éclectique, comme on voit depuis tout à l'heure à l'écran. On voit des édifices historiques cohabiter avec du baroque, du néoclassique, du Bauhaus, du Art Nouveau, soviétique. Et depuis la chute du régime communiste, des constructions plus audacieuses, comme on le voit, plus contemporaines. Mais le bâtiment le plus connu, c'est l'emblématique palais du Parlement, qui n'est rien d'autre que le deuxième plus grand bâtiment administratif au monde après le Pentagone. Il impressionne par sa démesure et son côté fantomatique. C'est une masse. Ouais, vraiment. Et c'est vrai que ce qui marque aussi surtout, c'est son impression de délabrement, un délabrement qui caractérise également l'ensemble de la ville, où l'historique, le moderne et le déglingué se côtoient harmonieusement, notamment dans le secteur 3 et son centre historique qui est très mignon, mais une détérioration qui lui donne un petit côté underground que moi j'aime bien, et qui me rappelle l'atmosphère des pays post-soviétiques où j'ai vécu. L'aspect ultra touristique et commercial côtoie des ruelles taguées et des bâtiments abandonnés où la nature reprend totalement ses droits. Le contraste est saisissant. Pourtant, l'ambiance y est vraiment chaleureuse, où il fait animé en tout cas par beaucoup de brocantes de rue, des terrasses branchées. Oui, incroyable cet immeuble. Et je vous conseille de boire une bonne bière en mangeant des mititei, la spécialité roumaine des saucisses grillées. Toujours avec modération, la bière. Toujours, mais faudrait pas s'en priver non plus. Bucarest, c'était plein de bars, c'était très sympa. Surtout que c'est vraiment pas cher comparé aux autres capitales européennes.
Et ça favorise vraiment une vie sociale dynamique. Bon, en tout cas, quand on s'éloigne du centre, c'est bam, d'un coup, on se retrouve dans l'architecture brutaliste, les barres d'immeubles tout gris, les grandes avenues à la circulation effrénée, les infrastructures soviétiques, comme par exemple les fontaines impressionnantes de la place Ouniri, 44 fontaines sur presque 1,5 km. C'est génial. C'est énorme. Le soir, la place se transforme en show son et lumière dans le plus long système de fontaines chorégraphiées du monde. Mais c'est génial, franchement. Vraiment, moi, ça m'a marqué. Et puis, kilomètre et demi, tu m'étonnes. Mais en fait, quand t'as la canicule, tu fasses autant nous, place de la Concorde, tu cuis, autant là, tu souffres pas en fait. Enfin, quand il y a la canicule, Eric, non, ça va, t'as de l'air, quoi. Enfin, c'est génial. Et puis c'est tellement en plein milieu de la circulation que c'est assez étonnant, c'est absurde presque. Ah, mais c'est beau. Mais c'est génial. Moi, j'adore. Et de l'eau, il y en a aussi avec la rivière d'Ambovica et les lacs des grands espaces verts comme les parcs Shishmigiu et Tinere Tului. J'espère que j'ai bien fait ça. Bon, je suis surtout restée dans son petit centre, mais la ville est vraiment immense. Et je vous ferai plus tard le reste du pays, qui vaut tellement le détour. C'est le pays le plus diversifié géographiquement de l'Union européenne, avec ses montagnes, forêts, collines, vignobles, plages, mer Noire ou encore le delta du Danube. En attendant d'y aller, comme la dernière fois, je vous laisse avec une minute d'image pour vous immerger dans l'ambiance de la ville. Bienvenue à Bucarest, toujours très agité. Avec ses airs de Paris de l'Est et son architecture éclectique. Le centre historique est très touristique et chaleureux, avec ses bars branchés et ses brocantes de rue. À 2 pas, des ruelles aux bâtiments abandonnés, paradis des taggeurs. Changement d'ambiance radical dans le quartier des Grandes Avenues, où les voitures se faufilent entre les fontaines soviétiques à perte de vue. Oui, c'est vraiment démesuré, à l'image du Parlement, où l'on termine notre balade minute. Voilà, passez vos vacances à Bucarest, en tout cas en Roumanie. On va vous montrer tout à l'heure un autre petit coin de Roumanie qui est vraiment sympa. On va passer aussi, alors, je disais amour, livre et beauté. On va commencer par Miss Planète Rhône-Alpes 2025. Qui succédera à Mara Lufti, Miss Planète Internationale, qui succédera à Kenya Nicole, Miss Planète France, Véronica Sarma et Miss Planète Rhône-Alpes 2025. Aujourd'hui, la prochaine étape, c'est Miss Planète France. Et bien en face du micro. Encore bonjour Véronica, et puis merci vraiment d'être venue, puisque vous venez d'Annecy. Pour nous parler de Miss Planète France. Puis on remercie d'ailleurs le directeur du comité Miss Planète France, Mathieu Duguin. Ma première question, pourquoi Miss Planète France ? Bonjour à tous, merci pour m'inviter. Je suis très heureuse pour être en partie de quelque chose joli et aussi écologique, parce que Miss Planète Internationale est le concours de beauté qui a 5 ans maintenant et qui fait un message pour protéger la planète. Et moi, parce que je vis à Annecy maintenant, à Rhône-Alpes, j'ai quelque chose pour dire pour tout le monde, parce que je vis juste à côté du lac Annecy. C'est le plus écologique, c'est du lac plus écologique en France et en Europe. Et aussi, c'était
c'était un niveau étape pour moi pour gagner un concours de beauté en France. Et moi, je participe dans les concours de beauté à partir de 14 ans. Ouais. Et pour 2 ans, je fais le coaching pour les femmes et pour les hommes, pour les concours de beauté différents. Et, je tiens à noter, en fait, vous avez été Miss Univers Top Model. J'ai participé après à Miss Univers en 2022 et j'ai gagné un titre top modèle entre 110 participants et juste dans tout le monde, sur tout le monde. Et juste 6 mois avant, en janvier 2022, j'ai devenu top 15 Mrs. World à Las Vegas. Et je suis très fière de Miss Planète France et Miss Planète International parce que ce concours de beauté, il donne la chance pour toutes les femmes pour participer. Par exemple, les mariés, divorcés, avec les enfants, sans enfants. Et pour moi, c'était révolutionnaire pour participer à Miss après Missis. D'accord. Non, mais c'est impressionnant. Et donc, du coup, parce qu'il y a l'écologie, Miss Planète France, la France, on peut dire, c'est une histoire d'amour. Oui. je pense. Parce que c'est vrai, vous aimez la France, mais enfin, c'est vrai qu'il n'y a pas que le pays, il y a monsieur aussi, d'ailleurs. Et c'est ça qui est bien. C'est une histoire d'amour, en fait. Oui, toute la vie, c'est l'histoire d'amour. Toute la vie, c'est une histoire d'amour. C'est tellement beau. Non, mais c'est vrai, c'est génial. Aujourd'hui, c'est Valentine's. C'est pour moi, pour participer au concours de beauté, c'est-à-dire pour faire le message de l'amour et de la beauté pour tout le monde. Pour tous les enfants, toutes les femmes, tous les hommes, et pour inspirer les gens. Parce que moi, j'ai participé dans beaucoup de concours de beauté, et moi, je gagnais juste un peu. Si quelqu'un a du volonté et de patience. De patience, oui. Oui, si vous travaillez beaucoup, vous pouvez gagner toutes les choses que vous voulez. C'est mon message. Et aussi, je voudrais être la partie de quelque chose d'écologique. Si je gagne Miss Planète France le 10 mai, je vais préparer le projet écologique aussi. Et faire un message de France sur tout le monde. Et c'est ça qui est intéressant parce que justement, c'est sur ces deux mots entre Miss et écologie. C'est un combat qui est nom de nom très d'actualité d'ailleurs. Et c'est, comment dirais-je, il y a c'est comment c'est. Alors c'est sur la durabilité, c'est ça. Il y a sur la durabilité et oui, et l'inspiration par rapport aux autres. C'est ça. En fait, il faut montrer que la planète, l'humain a besoin de la planète et qu'il faut donc la conserver et la sauver comme on peut sauver l'humanité, quoi. Et aussi, j'aime bien les concours internationaux parce que c'est un événement très amical pour moi. Quand tout le monde, 60 ou 100 participants, rencontrent, c'est pour être ensemble et pour partager les histoires de tout le monde, tous les pour se rassembler. Pays différents. C'est ça. Oui. Ouais, c'est pour se rassembler. Et comme on dit en Belgique, l'union fait la force. Et non, mais c'est vrai. Avec l'accent. Avec l'accent d'ouvrir. Non, c'est vrai, quand les Français imitent le Belge, ils imitent les Bruxellois. Et très mal, généralement. Et très mal. Donc, mais c'est vrai, et l'union fait la force entre les pays. Et c'est vrai que une Miss Planète internationale, donc qui défend qui défend l'écologie, en fait, qui défend la nature. En fait, juste pour que l'humanité soit vivante, reste vivante, c'est un sacré combat.
Oui, c'est ça. Je regardais sur YouTube le concours international de 2024 et tous les participants, ils font du travail avec les arbres. Ce n'est pas juste pour les caméras. Je connais que les directeurs de ce concours, ils croient dans cette idée pour faire du message pour tout le monde, pour de beauté, pour écologique. C'est ça. Et moi-même, je soutiens le recyclage. Oui, ben non, c'est recycler, ça c'est bien ça. Oui, je suis très strict. Ouais, très. Avec non, ça, mais non, mais c'est vrai, si on peut éviter de jeter, tant qu'à faire, ça peut être bien. Enfin, moi je me rappelle. C'était, pour ceux qui ont connu la chute du mur, c'est nous, les machines à laver, elles duraient 35 ans. Enfin, aujourd'hui, elles durent 5 et encore, si on se batouille. Mais c'est ça qui est important, c'est conserver le plus longtemps possible des choses et éviter de jeter. Et pourquoi pas recycler, justement, et c'est ça qui est bien, quoi. C'est toutes les matières sont recyclables, si je ne m'abuse. Sauf le plastique, sauf plein de choses. Enfin voilà, le pétrole, utiliser des matières, je ne sais pas ce que tu en penses, Ania, mais il y a des matières, faut arrêter d'en utiliser. Enfin, le plastique, malheureusement, ça sert à tellement de choses que ça risque pas de disparaître, d'autant plus que ça sert maintenant même à la défense, etc. Oui, bah, bien sûr. Et le spatial aussi, en plus. Alors, comment on fait pour voter pour Miss Planète France ? Enfin, voilà, pour défendre Miss... Ben voilà, il y a, sur l'écran, comme vous voyez, il y a pour soutenir, par exemple, Véronica. Vous votez sur le lien, vous photographiez l'écran et puis vous avez comment ça s'appelle, le QR code, voilà, par exemple, et puis vous tombez donc sur Miss Planète, pour Miss Planète France. Et là, il faut être dans le top 10, c'est ça ? Top 10, top 20 C'est pour devenir top 12. Top 12. Et pour gagner le titre Miss Popularité. D'accord. Miss Popularité, d'accord. C'est vote du peuple. C'est ça qui est génial. Enfin, moi, c'est tout. Alors, vous en avez plusieurs. Vous êtes combien de candidates sur Miss Planète Dans cette année, il y a 20 candidates de les régions différentes. Et on va avoir la répétition demain. Ouais. Oui, et on a un coach international aussi dans l'Indonésie pour faire du défilé à niveau international pour le concours de beauté parce que Miss Planète International, c'est le concours en Cambodge. Et c'est un style différent de défilé. Ah, c'est sûr. C'est avec le carnaval ? Ah, mais non, mais c'est avec le talent très haut, avec une plateforme. Je fais du défilé à partir de 14 ans, moi-même, comme les mannequins professionnels. Mais moi, je change mon style maintenant. Ouais. Parce que c'est comme une chorégraphie dans les danses différentes. Ça dépend, ça change un peu. Alors, on va croiser les doigts parce que cette finale au Cambodge, c'est Phnom Penh, c'est ça la capitale. C'est quand même merveilleux, quoi. Enfin, c'est juste pour la gagnante. C'est juste pour la gagnante. Oui, pour le concours national, on va avoir le final le 10 mai. Le 10 mai, oui, au Kremlin-Bicêtre. Oui, au Kremlin-Bicêtre. Au Kremlin-Bicêtre, et c'est juste à côté de la radio. Oui. Donc après, vous venez nous rendre visite. Je vous invite. Il n'y a pas de souci, on viendra avec bonheur. Non, mais c'est vrai. Il y a comment dirais-je alors, comment on fait ? Enfin, je suppose, Véronica, que vous êtes prête à vous battre pour la planète, donc au niveau international, parce qu'après Miss Planète France, il y a Miss Planète International qui, c'est avec une centaine donc de candidates. C'est quand même un sacré projet, un sacré but. Pour moi, oui, je voudrais gagner, bien sûr. Et pour moi, c'est plus facile pour faire
le concours international. Parce qu'avant, j'ai eu quelques concours internationaux. Oui. Et pour moi, c'est comme un voyage, une vacance, et aussi pour représenter le pays. Mais maintenant, en France, je dois faire quelque chose, faire les répétitions pour gagner juste le niveau national. Disons qu'il y a des répétitions au Cambodge aussi, donc mais c'est un sacré boulot. On va en parler tout à l'heure avec Miss Diva. C'est intéressant parce que je rencontre maintenant les gens neufs pour moi. Et aussi notre directeur, notre coach de défilé d'Indonésie. C'est très intéressant, toutes les choses à Paris. Et moi, je vais... c'est un surprise, mais pour vous, je vais dire... Alors, en exclusivité, en exclusivité. J'espère que je finis quelques robes de soirée moi-même. Et ça sera mon projet pour le talent show dans le concours. D'accord. C'était le début pour moi comme le couturier. Comme la designeuse. Oui, c'est ça. D'accord. Alors ça, on a va croiser les doigts. Ah ouais, c'est clair. C'est clair. Et bien sûr, avec des tissus qui sont éco-responsables. C'est ça. Enfin, c'est ça. La robe, c'est du vêtement éco-responsable. Éco-responsable, enfin écologique, quoi. Cette robe, vous ne... comment ça s'appelle, la jette pas. Non. Cette robe, vous voudrez garder avec vous pendant 100 ans. 100 ans, aïe. C'est la robe comme très jolie, très brillante. Et pour ça, c'est écologique parce que vous ne jetez pas cette robe après un an. Ça, c'est génial. C'est trop top. Moi, j'adore. On en parlerait des heures. Franchement, on croise les doigts pour Miss Planète France et puis Miss Planète International. N'hésitez pas à aller voir sur la page Miss Planète France et Miss Planète International pour aller voir nos Miss et parce qu'il y a toutes les régions qui se défendent. Et puis nous, on a donc Miss Planète Rhône-Alpes, ici présente Véronica Sarma. Merci encore d'être venue d'Annecy, parce que Paris-Annecy, c'est pas la porte à côté. C'est vrai. Non, on a des invités en fait qui viennent de partout. Et c'est ça que j'aime bien. On va aller en Picardie tout à l'heure. Enfin, presque. Elle représente la France. Oui. Alors, on va passer au fête. On va passer aux fêtes du jour et on vous amène aujourd'hui en Bulgarie, en Serbie, à Kosovo, Lituanie, Roumanie. Oui, aujourd'hui, le 14 février, en fête en Bulgarie, Trifon Zarezan, la fête du vin et des vignerons, initialement la fête en l'honneur de Dionysos, dieu du vin et de la comédie. Le saint Trifon serait originaire de Apamia, Phrygia, en Asie mineure, une région considérée comme l'un des berceaux de la vigne et de la culture du vin. La tradition veut que chaque vigneron se rende dans ses vignes, coupe 3 branches de 3 vignes différentes, fasse le signe de croix et verse du vin par-dessus les branches de vigne coupées. Les hommes se rassemblent pour élire le roi des vignes et entamer les festivités. Le roi porte 2 couronnes de vigne, une sur la tête et une par-dessus ses épaules. Ils montent sur une charrette tirée par les vignerons et ils descendent tous ensemble vers le village et la ville. Tout cela au son de la cornemuse et du tambour. Bref, une belle fête. Les vignerons s'arrêtent devant chaque maison. Les maîtresses de maison apportent un seau pour le remplir de vin. Un seau rempli de vin, c'est pas pareil. Le roi boit d'abord et ensuite c'est le tour de ses compagnons. Et puis le vin qui reste est versé devant le roi et des vœux de fertilité et d'abondance sont prononcés. Fertilité et abondance, la fête est sans modération. Demain, le 15 février, c'est la fête nationale de la Serbie commémorant la première révolte serbe contre les Turcs et la Chandeleur selon l'église orthodoxe serbe. Ce jour-là, le 15 février 1804, un mouvement de révolte serbe a débuté contre l'occupation ottomane qui durera près de 10 ans et échouera. En 1815, une seconde insurrection conduite par Miloš
Obrenović aboutira à l'autonomie de la principauté de Serbie, même si l'indépendance de la Serbie n'a été reconnue par les grandes puissances qu'en 1878. La date du 15 février est considérée à Belgrade comme le début de la création de l'État moderne serbe. Depuis 2001, elle est célébrée comme fête nationale Dan državnosti de la Serbie et le jour est férié. Enfin, l'Église orthodoxe serbe, ce 15 février pour l'Église orthodoxe serbe, c'est le jour de la présentation du Jésus au temple, célébré par une veillée toute la nuit du 14 au 15 février et une bénédiction des bougies de cire d'abeille. Le 16 février, c'est la fête nationale de la Lituanie, commémorant pas celle du 11 mars 1990 quand le pays s'est séparé de l'Union soviétique, mais celle du 16 février 1918 quand le pays a échappé à l'emprise russe. Le nom officiel de ce jour férié est l'anniversaire de la restauration de l'État lituanien. Chaque 16 février, après un lever de drapeau, un défilé de jeunes est organisé dans la capitale. Tout le monde est invité à le rejoindre à 10h sur la place de la cathédrale à Vilnius. Les jeunes marchent ensuite jusqu'au cimetière Ratsa, où ils rendent hommage à la mémoire des signataires en lisant l'acte d'indépendance de 1918. En soirée, il y aura donc des bûchers de la liberté allumés très officiellement par des personnes désignées comme méritantes aux yeux des autorités. Le 17 février, Kosovo fête son indépendance. Après des années de pourparlers, le Parlement kosovar a proclamé l'indépendance de la République du Kosovo le 17 février 2008. La Constitution promulguée le 15 juin 2008 établit un régime parlementaire avec des droits dérogatoires pour les minorités et notamment pour la communauté serbe du Kosovo. Le président de la République du Kosovo est élu par l'Assemblée du Kosovo et aujourd'hui l'indépendance du pays n'est reconnue que par 22 membres de l'Union européenne, dont la France. 5 autres ne la reconnaissent toujours pas. Puis enfin, le 19 février en Roumanie, c'est la fête de Constantin Brâncuși, Constantin Brancusi en français, en commémoration de sa naissance. Constantin Brâncuși est à la sculpture ce que Picasso a été pour la peinture. S'il a fait ses débuts en Roumanie, son pays natal, c'est en France où il a émigré en 1904 qu'il est devenu l'artiste que l'on connaît. Sa reconnaissance a été tardive en Roumanie. C'est en 2015 seulement que le Parlement a décrété une journée Brâncuși célébrée chaque 19 février, jour de son anniversaire. Constantin Brâncuși peut retourner en Roumanie, mais n'a jamais oublié son pays natal. En 1951, l'artiste prévoit même de lui léguer l'ensemble de ses œuvres encore en sa possession. L'État communiste roumain refuse le don et le déchoit même de sa nationalité. Brâncuși devient donc français en 1952, 5 ans avant sa mort à l'âge de 81 ans. Le contenu de son atelier de l'impasse Ronsin est légué au Musée national d'art moderne et son atelier est visible totalement reconstitué sur le parvis du centre Pompidou. Décidément, le centre Pompidou, la place du centre Pompidou, il y a plein de choses. Exactement. Avant de retrouver tout plein de choses, on va passer aux partenaires. Et oui, les voyages forment la jeunesse. La Fédération France-Slovaquie vous fait découvrir la Slovaquie comme à la maison. Pour suivre son actualité, son adresse france-slovaquie.com et sur les réseaux sociaux. L'Aki Atelier de transformation est une association qui prend soin de votre image, soit à travers les formations professionnelles, soit
les consultations individuelles et enfin l'acquis, c'est aussi les événements parisiens liés à la mode, au style, aux arts. Et le prochain événement, c'est le 10 avril 2025 et ce sera un show burlesque avec un défilé de créateurs internationaux de la musique et de la danse. Et puis enfin, il y a aussi, si vous rêvez de vacances inoubliables dans un endroit paradisiaque au milieu des montagnes, à skier, à se baigner dans un spa, une piscine, un jacuzzi, buvant du champagne dans une ambiance de fête tout en vous plongeant dans les traditions et les trésors cachés de cette magnifique région de Roumanie qui est le parc de Maramureș, eh ben, il ne vous reste plus qu'à contacter les chalets Aima et Ai Cocoa sur internet aima-aicocoa.ro. Elles parlent français et elles vous attendent à bras ouverts. Place aux images, place aux vacances. Il est 20h01, place au journal européen avec les infos qu'on vous dit peu ou pas. Liechtenstein, la principauté a un nouveau Premier ministre. Oui, dimanche dernier, lors des élections générales, seule l'Union patriotique a retrouvé ses 10 sièges au Landtag avec 38,32% des voix. Le Parti progressiste, lui, est certes arrivé second avec 27,48% des voix, conservant 7 sièges au Landtag, mais perd 3 sièges au bénéfice du DPL, le Parti nationaliste des démocrates pour le Liechtenstein, qui récolte 23,32% des voix, soit une hausse de 14,2 points, passant désormais de 2 sièges en 2021 à 6 sièges en 2025. Les écologistes de la liste libre Freie Liste, le FL, rassemblent 10,87% des voix et ne conservent qu'un siège sur les 2 obtenus lors de la dernière mandature. Le nouveau Premier ministre du Liechtenstein, issu de l'Union patriotique, est une femme. Elle s'appelle Brigitte Haas, une première au Liechtenstein. Le président de la VU, Thomas Fitzfelhofer, a exprimé son désir d'ouvrir des négociations avec le FBP pour un nouveau gouvernement de coalition. Roumanie, le président de la République Klaus Iohannis a démissionné. Le populaire, le président Klaus Iohannis, confronté à une forte opposition des 3 partis extrémistes au Parlement, a démissionné ce lundi après que plusieurs députés du parti pro-européen Union Sauver la Roumanie, du groupe Renew Europe dont fait partie l'EPR, anciennement Renaissance au Parlement européen, ont signé la demande de suspension initiée par le Parti de la Jeunesse, parti nationaliste qui soutenait le candidat présidentiel Călin Georgescu. Depuis mercredi, c'est le président du Sénat et chef par intérim du Parti national libéral, Parti populaire européen, Ilie Bolojan, qui assure la présidence par intérim de la Roumanie pendant 90 jours. Notons que le maire de Bucarest, Nicu Jordan, a déjà annoncé sa candidature aux élections présidentielles du 4 mai. Bulgarie, le pays devrait recevoir plus de 500 millions d'euros au titre de l'aide militaire à l'Ukraine. Les principaux donateurs de Kiev ont accepté de dédommager généreusement Sofia. En compensation de l'envoi en Ukraine d'équipements militaires bulgares, le gouvernement a déjà reçu 174 millions d'euros du Danemark et attend au moins 300 millions d'euros supplémentaires des États-Unis et de la Commission européenne. Cela compensera le déficit budgétaire du pays. Moldavie, la région de Transnistrie, s'accroche à la Russie pour ses besoins énergétiques. Oui, le Premier ministre moldave Dorin Rekean a annoncé sur Facebook que les autorités de la région séparatiste de Transnistrie avaient rejeté l'exigence d'une augmentation progressive des tarifs à la consommation, condition du programme d'aide de l'Union européenne pour l'approvisionnement en gaz. Peu après, le président autoproclamé de la Transnistrie, Vadim Krasnoselski, a annoncé une solution alternative parrainée par la Russie. Il a écrit sur Telegram que le territoire devait plutôt, je cite, serait plutôt, je cite, approvisionné en gaz par une société hongroise soutenue par, je cite, un crédit
russe et un soutien fonctionnel. Il a également remercié, je cite, les représentants du ministère russe de l'énergie pour leur aide. Fin de citation. Slovaquie, Robert Fico a écrit une lettre à Elon Musk. Le Premier ministre slovaque, qui soutient les pourparlers de paix entre Donald Trump et Vladimir Poutine, a écrit une lettre à Elon Musk qu'il considère comme ministre pour l'alerter sur les subventions de l'Agence américaine pour le développement international, l'USAID, a accordé à certaines ONG, médias et journalistes en Slovaquie, affirmant que, je cite, « Même à partir de sources publiques incomplètes, il est clair que l'agence USAID a soutenu ces entités avec des subventions s'élevant à plusieurs millions de dollars sur une période relativement courte. » Selon le Premier ministre slovaque, l'utilisation de fonds étrangers en Slovaquie désavantage une partie du spectre politique. Le problème est si grave qu'il est prêt à rencontrer Elon Musk en personne. Autriche, échec des négociations pour former un gouvernement. L'extrême droite et les conservateurs n'ont pas trouvé de compromis. Le Parti de la Liberté d'Autriche, le FPO, a annoncé ce mercredi la rupture des négociations de coalition avec le Parti populaire autrichien, l'OVP. Cette rupture serait liée à l'insistance du FPO pour prendre le contrôle du ministère de l'Intérieur, un poste que l'OVP revendiquait également. Deux options restent envisageables, de nouvelles élections qui renforceraient probablement le FPO ou une nouvelle tentative de négociation de coalition centriste impliquant l'OVP, le SPO et le Parti Neos. Pologne, Donald Tusk fait appel à Elon Musk polonais pour déréglementer son économie. Après avoir présenté lundi un nouveau programme économique pour la Pologne, le Premier ministre Donald Tusk a chargé Rafał Brzoska, le PDG de la société InPost, l'une des plus grandes entreprises de messagerie sur le marché polonais, de préparer des recommandations pour la déréglementation de l'économie polonaise, affaire à suivre. Pologne toujours, le procureur général adjoint polonais suspendu à cause d'une enquête sur le gouvernement de Donald Tusk. Le ministre polonais de la Justice, Adam Bodnar, a suspendu pour une période de 6 mois le procureur général adjoint Michał Ostrowski, qui menait une enquête sur le coup d'État présumé du gouvernement polonais. Afin d'expliquer sa décision, Adam Bodnar a fait référence au rôle du procureur général adjoint dans une affaire initiée par Bogdan Sikowski, dans laquelle les autorités au pouvoir sont accusées de saper les décisions de la Cour et de remettre en question la légitimité de ses juges. Michał Ostrowski a l'intention de faire appel. Une enquête a également été ouverte sur des soupçons d'abus de pouvoir pesant sur Michał Ostrowski. Le prochain budget de l'Union européenne va réclamer davantage d'argent aux États membres. Le budget de l'Union européenne doit être augmenté à partir de 2028, selon un document de la Commission européenne publié cette semaine qui exhorte les États membres à se mettre rapidement d'accord sur les options du financement. Les gouvernements nationaux et les représentants de l'exécutif doivent se réunir le 17 février à Varsovie pour des discussions préliminaires. Des nouvelles de Tyrol du Sud, au nord de l'Italie. L'envie de rejoindre l'Autriche se fait de plus en plus forte dans le Tyrol du Sud, province italienne à majorité germanophone à 69,4%, alors qu'un parti séparatiste continue de gagner du terrain dans les sondages avant les élections municipales de mai, des élections à suivre de très près. Place à la météo européenne. Si vous partez ce week-end en Europe centrale et orientale, bien sachez que ce week-end sera plutôt nuageux, mais surtout très froid. Samedi matin, ce sera nuageux sur tout le continent centre-européen, avec cependant du soleil au nord de la Croatie, dans l'ouest de la Slovaquie, ainsi qu'en Pologne, sur une ligne allant de Kalisz à Terespol, et en Norvège aussi à Oslo. De la neige à Stockholm, mais aussi sur l'ouest de la Serbie, allant de Varna à Sienica. Côté température, restez au chaud. On annonce moins 9 degrés à Minsk, moins 8 à Helsinki, moins 7 degrés à Kiev, à Vilnius, à Oslo, moins 6 à Tallinn, moins 5 à Stockholm, moins 4 à Riga, moins 2 à Varsovie, Berlin, Prague et encore Zagreb, 0 degré à Bratislava et Budapest, 1 degré à Belgrade, à Bucarest et à Sofia. Samedi après-midi, le soleil continuera de percer en Croatie, de Varaždin jusqu'à la mer Adriatique. Le soleil brillera sur toute la Slovaquie. Partout ailleurs, ce sera nuageux. On annonce même de la neige à Stockholm et à Copenhague. Côté Mercure, ça va rester glacial. Moins 7 degrés de minimum à Helsinki, moins 6 à Tallinn et à Minsk, moins 5 à Vilnius et à Kiev, moins 3 à Riga, moins 2 degrés à Prague, moins 1 à Varsovie et à Berlin, 0 degré à Zagreb, 1 degré à Budapest et à Bratislava, 2 degrés à Bucarest, 3 degrés à Belgrade en Serbie. Le Danube fera barrage. À Sofia en Bulgarie, on prévoit 9 degrés.
Dimanche matin, on recommence avec le froid. Pour le coup, pas de jaloux, le ciel sera nuageux pour tout le monde, sauf en Norvège et au Danemark où le soleil régnera. Côté température, on dépassera les moins 10 degrés sur la Scandinavie et le front est de Helsinki à Kiev, où l'on prévoit même moins 11 degrés de minimum. Je rassure, moins 14 à Oslo. Sur l'Europe centrale, on prévoit moins 4 degrés à Prague, moins 3 à Varsovie, moins 2 à Bucarest et à Berlin, 0 degré à Bratislava, Budapest et à Zagreb, 1 degré à Belgrade, 2 à Sofia, comme à Paris. Dimanche après-midi, enfin, le soleil perce par le nord du continent, de la Norvège à la Pologne, en passant par le nord de l'Allemagne et la Belgique. Partout ailleurs, ce sera nuageux. Côté température, ça variera de moins 4 à moins 7 degrés sur le front est. Sur le continent centre-européen, on attend moins 3 à Prague, moins 2 à Berlin, moins 1 à Varsovie et à Bucarest, 1 degré à Bratislava, Budapest et à Zagreb, 2 degrés à Belgrade, 5 degrés à Sofia. Juste un conseil, restez sous la couette. C'est sûr. Place au livre de la semaine. Alors oui, aujourd'hui, je vais vous parler de 2 livres excellents pour les vacances, si vous voulez apprendre plein de choses. Tout d'abord, Zygmunt Bauman, une biographie d'Isabella Wagner aux éditions des Sciences de l'Homme. Isabella Wagner signe là la première biographie de la vie et de l'œuvre de Zygmunt Bauman, auteur d'une œuvre intellectuelle majeure, longtemps restée méconnue du public français. Sa pensée multiforme déborde les segmentations académiques, relevant à la fois de la sociologie et de la philosophie. Né en 1925 en Pologne dans une famille juive et pauvre, Bauman est contraint de se réfugier en Union soviétique en 1939 pour fuir le nazisme. Engagé dans l'armée polonaise exilée, il devient capitaine dans l'armée polonaise à la fin de la Seconde Guerre mondiale, tout en reprenant des études de sociologie à l'Académie de sciences sociales de Varsovie. Devenu membre du Parti ouvrier unifié polonais communiste, il est évincé à la fois de l'université et du parti en 1968 dans un contexte d'antisémitisme extrême. Réfugié d'abord en Israël, il s'établit à Leeds, au Royaume-Uni en 1971, ville qu'il ne quittera plus. Isabella Wagner montre en 691 pages comment la double expérience d'exil a forgé les travaux de Bauman, connu pour sa critique de la modernité et le concept de modernité liquide, celui dont la pensée rencontra un succès international en 1991 alors que se terminait sa carrière universitaire, méritait une biographie vraiment d'envergure. Enfin, on part en Hongrie avec notre second livre, Le crématorium froid au pays d'Auschwitz de József Debreceni, traduit du hongrois par Clara Royer chez Stock. Lorsque József Debreceni arrive à Auschwitz, son espérance de vie est de 45 minutes. C'est le temps qu'il faut, et on va voir la couverture du crématorium froid au pays d'Auschwitz, pour ceux qui nous suivent en images. C'est le temps de 45 minutes, c'est le temps qu'il faut déporter, envoyer dans la file de gauche pour se déshabiller et être emmené dans les chambres à gaz. L'auteur, lui, est dans la file de droite. S'ensuit un voyage d'horreur de 12 mois à travers ce qu'il appelle le pays d'Auschwitz, jusqu'au camp final de Dernau, où il passera 7 mois, de novembre 44 à mai 45, dans ce crématorium froid, soi-disant hôpital où les nazis envoient les prisonniers à bout de force. 336 pages où, page après page, le pays d'Auschwitz prend vie. József Debreceni détaille le système hiérarchique concentrationnaire et l'implacable mécanique d'extermination mise en place par le régime nazi. Page après page, des visages humains se dessinent, les prisonniers qu'il côtoie sortent de l'ombre et deviennent des personnages vivants, uniques. Il les délivre ainsi de leur numéro et leur restitue leur humanité. Si vous cherchez la version hongroise, alors Hideg Crématorium, je crois que ça se prononce comme ça, elle est aux éditions Jelenkor. On passe tout de suite à notre troisième interview. Et quelle interview! C'est une exclusivité avec Miss Diva France 2025. C'est une femme active, elle chante, elle danse, elle œuvre pour les animaux. Cassandra Delanchy, Miss Diva France 2025, bienvenue sur Armada. Ça marche pas. Hop. Bonsoir à tous, donc merci pour votre invitation tout d'abord, c'est un honneur pour moi. Qu'est-ce que ça fait d'être Miss Diva France 2025 ? Alors, qu'est-ce que ça fait ? Je suis heureuse, je suis très très contente. Pour moi, c'est un honneur de pouvoir représenter notre France, qui est quand même si belle. Puis moi, d'avoir représenté la Picardie, c'est encore plus beau. Aujourd'hui,
aujourd'hui, on reçoit dans Bienvenue à l'Est 2 femmes, et pas n'importe lesquelles. Il y a d'abord Cassandra Delanchy, Miss Diva France 2025, et puis Marion Capillon, Miss Diva France 2024. Miss Diva France 2025, donc Cassandra Delanchy, vous êtes une femme active, vous chantez, vous dansez, vous œuvrez pour les animaux. Merci déjà de nous recevoir toutes les deux. Merci pour l'invitation. On est, pour dire, on est au Tréport, dans Seine-Maritime, tout près de la Picardie. Qu'est-ce que ça fait d'être Diva France? Alors, Diva France 2024, Diva France 2025, je vous pose la question à toutes les deux. Je vais laisser la nouvelle génération déjà de prime abord commencer. Qu'est-ce que ça fait? C'est une fierté, c'est un honneur. Moi Diva, pour moi c'est quand même être cantatrice, être artiste. Donc moi qui adore ce monde, le monde du show, du spectacle. C'est une aventure. C'est ça, c'est une très très belle aventure. D'accord. Et voilà. Et comme le dit si bien Cassandra, effectivement c'est un honneur, c'est une fierté de porter cette écharpe. Alors non seulement pour le titre en tant que tel, mais aussi pour les valeurs aussi du comité qui sont quand même assez importantes et qui me tiennent beaucoup à cœur, mais Cassandra c'est la même chose aussi. Et je sais que c'est la même chose du coup. Oui, une fierté, après c'est une belle aventure enrichissante, humaine aussi. On part à la découverte de plein de choses, des nouveaux domaines aussi, des nouvelles personnes. Donc oui, c'est une belle aventure. La différence près, c'est que vous l'avez faite pendant un an et que Cassandra va le faire pendant un an. C'est ça. Ça va être top. C'est ça. Qu'est-ce que ça signifie pour vous d'être une diva? Moi pour ma part, être une diva, comme je vous disais, c'est quand même le fait, c'est beaucoup le monde du spectacle, donc pour moi c'est le fait d'être artiste, avoir des connaissances dans ce domaine-là. Après, c'est aussi, comme elle disait Marion, c'est beaucoup de la découverte, une aventure, donc comme là au Tréport ce week-end on fait le salon du tiroir du chocolat, donc les défilés, le mannequinat, c'est des créations qu'on porte, c'est une joie, c'est un honneur quand même. Avec des bustiers en chocolat, c'est ça. C'est impressionnant. Alors, c'est comment dirais-je, c'est beaucoup d'obligations, on l'a vu, il y a les salons, mais il y a aussi les concours à préparer, c'est ça? C'est ça, tout à fait, on a la tournée des régions, donc en tant que Diva France, du coup je me dois en tant que marraine entre autres, de venir à chaque élection qu'il y aura tout au long de l'année, comme là la première élection qui sera Diva Auvergne, le week-end du 26 avril, donc c'est une tournée tout au long de l'année, et puis aider les futures Miss, les futures candidates, et puis les coachés, les conseillers, les épaulés, une deuxième maman on va dire. Une deuxième maman. Et alors quand on remporte quand on remporte un concours comme celui de Miss Diva France, qu'est-ce que ça apporte au niveau de l'image de soi? Est-ce que ça donne plus confiance? Qu'est-ce que ça apporte justement ces concours de Miss, c'est ça, des concours de Miss. Qu'est-ce que ça apporte? De la confiance en soi, effectivement, puisque on est arrivé au top du top sans prétention aucune, et oui, ça apporte beaucoup de confiance, et on se dit effectivement avec une écharpe, on est certes, alors encore une fois sans prétention aucune, des reines de beauté, mais on est avant tout une femme qui va aussi divulguer des valeurs, le comité, le mettre en avant, et effectivement apporter aussi notre expérience aux candidates en fait, et aux futurs titrés, et être, comme le dit Cassandra, une marraine, une deuxième maman. Parce qu'il n'y a pas, il peut y avoir dans ces concours en fait des femmes qui sont timides en fait à la base, et qui subitement se découvrent. Exactement, tout à fait. C'est une belle expérience enrichissante aussi dans ce domaine-là, où ça apporte effectivement de la confiance, de l'assurance, et des jeunes filles qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller à la rencontre des gens, et de parler aussi devant un public, et ne serait-ce que défiler, marcher en talons aussi, pour certaines c'est une première, donc moi j'ai une anecdote, je me permets d'en parler, je ne marchais pas du tout avec des talons quand j'ai fait mon premier concours, il y a un moment déjà maintenant, donc j'ai eu de l'expérience entre temps, mais je marchais avec des livres sur la tête. Des livres sur la tête. C'est ma grand-mère qui m'avait mis des livres sur la tête, et je marchais
en talons pour avoir le dos droit et de me tenir droite et marcher. Ça, c'était les livres, moi c'était le ballet. C'était le ballet. Ah voilà, oui, derrière, voilà, pour avoir une posture droite. D'accord, ok. Chacun ses méthodes. C'est ça, exactement, ouais. Et ça va, c'est des anecdotes, voilà, on aime bien les raconter, puisque voilà, ça fait sourire, mais voilà, on a appris comme ça, quoi. C'est pas torsionnaire, mais presque. Un petit peu, ouais, un petit peu, on pourrait croire, c'est vrai, effectivement. Mais c'est une partie de plaisir avant tout, donc ça laisse un bon souvenir. Et alors, justement, Cassandra, vous parliez de show, de spectacle, et en fait, vous avez monté un spectacle burlesque. Oui, tout à fait. Pourquoi le burlesque? Je suis passionnée par cet univers. Alors, pourquoi? Depuis... Je ne sais pas. Oui, quand même. Le collège, ouais. Par là, Depuis le collège ouais. Ça m'a... je sais pas, j'ai été attirée par le côté, voilà, la femme qui se met en valeur, mais sans vulgarité, le fait de la liberté, voilà, la femme moderne. J'ai apprécié ce monde-là, les strass, les paillettes. Les strass, les paillettes, voilà. le show. Le show, tout à fait. Et maintenant, c'est une passion. Maintenant, c'est une passion. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, vous allez sur scène, vous faites des spectacles régulièrement. Alors là, du coup, grâce à Diva, oui, un peu plus maintenant. C'est vrai que ça m'ouvre des portes. Donc, j'ai l'opportunité de faire un peu plus de show. Donc là, comme là, oui, c'est vrai que dans ma commune, d'ailleurs, que j'avais monté un show cabaret avec l'association des écoles de Dour. Et oui, ça m'a permis, du coup, voilà, de monter des spectacles, des shows. De monter des spectacles, des shows. Et alors, ça fait quoi de monter des spectacles? C'est une fierté. J'avoue que... surtout que c'est pas mon métier de base, c'est vraiment ma passion. Donc, c'est un honneur. Et puis, transmettre... de l'émotion surtout aux gens, de voir leurs yeux qui brillent, le fait d'être applaudi parce que derrière il y a quand même un énorme travail, les costumes sont faits quand même maison, on travaille beaucoup derrière, les chorégraphies, les chants, donc Et alors pour expliquer à ceux qui, parce qu'il y en a qui ont des images du burlesque, pour présenter un peu le burlesque, il y a plusieurs niveaux, comment ça se passe? Qu'est-ce que doit s'attendre le public? C'est vrai qu'en général, quand on dit le burlesque, les gens voient la femme, comme on disait, le fait qu'elle soit nue, le côté un peu vulgaire, entre guillemets, alors que non, c'est pas du tout. Après, il faut dire que le burlesque, c'est du théâtre, on joue un rôle. Dans le monde actif, je ne suis pas comme ça, loin de là. Donc après, il y a le burlesque aussi, habillé, plutôt le cabaret en soi, comme le Moulin Rouge, avec les strass, les plumes. Donc le côté feuillage où là c'est un peu plus dénudé, mais on reste quand même dans la discrétion. Donc c'est le côté, la mise en valeur de la femme libre, mais elle montre sa beauté. Voilà, elle garde ses frontières. C'est ça, il y a des limites. Elle garde son intimité. C'est alors il y a aussi un combat aussi qui vous tient à cœur, c'est la défense des animaux. Et plus particulièrement, je vais y arriver, plus particulièrement les chiens et les chats. Tout à fait, les animaux domestiques surtout, je soutiens beaucoup les SPA, parce que chaque année, c'est vrai qu'on connaît énormément d'abandon, donc surtout période des grandes vacances. Donc je soutiens beaucoup lorsqu'ils ont des grands besoins, la nourriture, les couvertures surtout dans cette période. Donc après, souvent ils font aussi des journées un peu prévention, donc lorsque j'ai l'occasion je viens. Je fais aussi via les réseaux, parce que ça marche beaucoup comme ça maintenant, des appels de dons. Les gens qui ils n'ont plus besoin de paniers, de plaies, de couverture, de la nourriture, je fais une récolte de tout ça et puis j'apporte au SPA, aux alentours, dans la Picardie. D'accord. Voilà. Et pourquoi ce combat? Comment c'est quand même, je me dis, c'est quand même des êtres, c'est des animaux, c'est quand même, moi qui a des animaux domestiques, moi c'est mes bébés, c'est des amours, ils sont humains quand même, ils ont des valeurs ils ont aussi, une humanité, ils ont une humanité, ils sont même, ils sont respectueux, Oui, puis eux ne mentent pas. Tout à fait. C'est ça qui est génial. Les animaux, il leur manque la parole, finalement, c'est vrai, c'est incroyable. Ouais, non, puis il y a un amour, il y a un regard, ils parlent en fait. On lui dit, mais il y en a certains qui disent qu'il leur manque la parole, mais finalement ils parlent. C'est vachement génial ça. Comment dire, alors, il y a un truc aussi, et donc par rapport au SPA, le burlesque, en fait, il y a plein de projets autour qui se dessinent.
dans l'année? Oui, alors... Dans l'année ou même les années à venir? Oui, tout à fait. Là, par rapport au SPA, voilà, je continuerai toujours à faire voilà, les appels de dons, les journées de prévention. Là, j'incite beaucoup les gens à y aller parce que voilà, ils informent vraiment sur voilà, les gros soucis qu'il y a, fait surtout de l'abandon. Ouais. Après, sur le côté burlesque, oui, voilà, moi c'est mon but, vraiment, ce serait mon souhait, hein, voilà, d'ouvrir une association. J'aimerais beaucoup aussi voilà, faire une troupe en fait de danse et faire des shows. Voilà, bon, pour l'instant en région Picardie, on va commencer tout doucement. Et si ça fonctionne, pourquoi pas aller plus loin. Et puis surtout, ce qui me tient à cœur aussi, c'est aller dans les hôpitaux, les maisons de retraite, voilà, aller vers les gens qui n'ont pas l'opportunité, voilà. De pouvoir sortir, qu'ils se sentent isolés. Donc voilà, j'aimerais avoir ce rapprochement avec eux, le contact, leur apporter de l'amour, du bonheur. Voilà, tout simplement. L'humain, ça a une importance énorme en fait, que ce soit des deux côtés, parce que et l'humanité, c'est important en fait dans vos vies. Oui, bien sûr. Et pourquoi? C'est une des valeurs aussi qui est inculquée à travers le comité. Et voilà, aller à la rencontre des gens, apporter un peu de bonheur, apporter voilà, plein de choses quoi. Apporter du bonheur, j'adore cette philosophie. On essaye, encore une fois sans prétention aucune, mais et voilà, et l'écharpe, je reviens sur la question précédente, l'écharpe permet aussi d'avoir un peu plus de notoriété et d'avoir un peu plus de, je ne vais pas dire d'avoir un peu plus de place, mais d'être un peu plus écouté sur certains projets en fait. On peut appuyer davantage de projets en tant que marraine de plusieurs événements et si on est un peu plus écouté, notre voix porte un peu plus, j'ai envie de dire. Donc, c'est le côté intéressant. Porte-parole entre ouais, exactement. Ouais. En fait, vous représentez notre pays. C'est ça. Ce qui n'est pas rien, parce que représenter un pays entier, c'est quand même énorme. Il y avait combien de candidates pour la finale 2024 ou 2025 d'ailleurs? Nous, on était 14. 14 régions de France, ouais. 14 régions de France. Alors nous, de base, on était 19. Il y a eu 2 filles qui sont désistées, donc 17 régions. Et ça va, il n'y avait pas trop de stress, pas trop de... Enfin, je veux dire... Enfin, pour ma part, non, parce que, voilà, moi, comme je vous dis, c'est un plaisir. Je prends du plaisir à chaque événement, chaque concours que je fais. Je me dis, voilà, j'y vais pas pour la gagne. Forcément, on va tous, voilà, si je suis là, c'est pour gagner le concours, forcément, mais je veux dire, je veux prendre du plaisir en priorité, et après, qui verra, verra, comme on dit, et voilà, je me prends pas la tête, en fait. Je reste moi-même naturelle, pétillante, je m'éclate, et puis voilà. Vous vivez. C'est ça. C'est ça, et c'est le verbe vivre, il n'y a rien de tel. C'est comme dans Bienvenue à l'Est, on vit, et ça c'est bien, et vivre la liberté de vivre, enfin non mais c'est vrai. C'est vrai, on est tellement, des fois quand on n'ose pas être soi-même, c'est un peu ennuyeux. Et puis quand on voit l'image qu'on donne, c'est inutile de se mettre en prison, autant qu'on se libère des barreaux et qu'on respire. Et du coup, et c'est vrai que vous deux, ça se voit que vous êtes pétillants. Hein, que ce soit là, par exemple, au Salon du Chocolat et du Terroir, ou alors dans d'autres événements, ou même en dehors des feux. C'est ça qu'on aime bien. C'est vraiment l'humanité en personne, quoi. C'est ça que j'aime bien. On est jovial, on aime bien, voilà, on aime bien vivre, on aime bien les nouvelles expériences et on profite à fond. Comme dirait l'autre. Profitez à fond. On continue sur Armada. Ciao.